Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Et bonjour. Finalement, désolé pour l'attente. Enchanté. Bonjour Christophe. Enchanté. Bonjour. Alors j'ai vu la pré-interview parce que donc j'ai étudié sur ça. Ouais. Tu m'as rappelé mon meilleur ami de Paris qui s'appelle Gilles, qui est comme toi. Il a fait ta même jeunesse. Il était tellement doué et tellement intelligent qu'il devait baisser le niveau parce que sinon il avait des problèmes avec les autres. One More Time, c'est vraiment la maison de la personne, c'est-à-dire quand on parle de dépression, on parle de pardon, on parle de rage. Merci Christophe, à tout à l'heure. Merci. Qu'est-ce que je m'attends de cette interview? De connaître une autre nuance de ce travail qui m'a toujours fasciné et de comprendre la lucidité, de voir même les démons de la vie et voir comment tu les affrontes ou tu les accueilles. Parce que One More Time, c'est quand tu te redonnes une autre possibilité dans la vie. Et lui, à un certain moment, il se sépare de sa femme qu'il aime, avec laquelle il a fait 2 enfants. Et il dit, à un certain moment, on se rechoisit, on repart d'où on s'est laissé et on est encore plus amoureux qu'avant. Ça m'a attiré, ça m'a fasciné et donc je parle toujours d'amour dans toutes les interviews. Donc aujourd'hui sûrement j'aurai la possibilité de lui demander de mieux m'expliquer ça. C'est parti, let's go, on y va. Quand tu me poses la question de savoir si je me suis senti aimé, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est je me suis pas senti détesté, c'était déjà pas mal en fait. J'ai pas eu grand chose au niveau tactile et ça se ressent encore aujourd'hui parce que je garde une certaine distance avec mes enfants. Malgré le fait que je les aime énormément, je sens que c'est pas naturel de leur faire des câlins. Puis sur le coup des 3h30, 4h, les pompiers nous disent attention, on va sortir les corps. J'ai 22 ans et on se met au garde à vous à la sortie de l'immeuble et on va sortir les corps des collègues. Je souffrais déjà beaucoup et là avec la conversation qu'on a eue et j'ai vu la souffrance qu'elle pouvait avoir, je souffre encore plus en fait. Et donc là j'ai la mauvaise idée de mélanger les médicaments et l'alcool. Ok, nous voilà Christophe. Merci d'être venu en Italie. Merci à vous. J'espère que tu pourras en profiter un petit peu pour visiter la ville. Vous êtes arrivé hier. On est arrivé hier. Vous avez réussi à faire quelque chose ce matin? Déjà hier, hein. Hier soir. Ouais, déjà hier, on a visité pas mal. On commence dès le début. C'est-à-dire, tu vas me raconter ta vie en partant de quand tu es né, donc quel âge tu as, et dans quel contexte familial tu as grandi. Alors, je suis né en mois de mai 1975, donc 50 ans l'an prochain. Je suis né dans un petit village à côté de Metz. Metz, c'est près de la frontière allemande, en France. Et puis, je vis dans une famille française, je dirais, classique. J'ai mes 2 parents, une grande sœur, et puis... Vous avez combien d'écart? On a 5 ans. 5 ans d'écart. Quel était ton rapport avec les câlins? Donc, c'est-à-dire, tu t'es senti aimé, oui ou non? Et les câlins, ça veut dire que physiquement, tes parents, ils te prenaient dans leurs bras, ils te donnaient des bisous, ça dépend. Mais on peut aimer sans le faire. Mais les câlins, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien et surtout, tu t'habitues à recevoir de l'amour. C'est pas facile. Parce que quand t'en reçois pas quand t'es petit, je dis pas que tu vas pas en donner, mais tu vas avoir du mal à en recevoir. Donc j'aimerais connaître ton rapport par rapport aux câlins. Alors, quand tu me poses la question de savoir si je me suis senti aimé, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est je me suis pas senti détesté, c'était déjà pas mal en fait. D'accord. Au niveau tactile, j'ai pas eu grand chose en fait.
J'ai pas eu grand-chose au niveau tactile et ça se ressent encore aujourd'hui parce que je garde une certaine distance avec mes enfants. Malgré le fait que je les aime énormément. Ça te gêne un petit peu? Ouais. Parce que t'as pas été habitué quand tu étais petit. Ouais. Est-ce que tes parents, ils étaient différents avec ta sœur? C'est-à-dire, ce côté un peu froid, parce que tu me dis j'étais pas détesté, ça veut dire j'étais accepté, mais j'étais même pas trop bien voulu. J'interprète, je sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit. Est-ce qu'il y avait une différence avec ta sœur ou tes parents étaient de la même façon avec vous deux? Je pense que mon père était différent avec ma sœur. Il était quand même plus proche de ma sœur que je pouvais l'être. Que ma mère, c'était la même avec moi ou avec ma sœur, c'était la même en fait. Ça crée une distance, une barrière entre toi et ta sœur. Vous vous entendez bien ou pas? On se parle plus avec ma sœur. D'accord. On se parle plus depuis plusieurs années. Moi, mon super-héros à moi, c'était mon grand-père, en fait. Paternel ou maternel? Paternel, c'était mon repère, en fait. Tu retrouvais pas en ton grand-père ce que tu voyais en ton père? Ils étaient différents ou ils étaient... Non, ils étaient très différents. Je pouvais faire des câlins avec mon grand-père. J'avais une... comment dire? Une prédisposition? Une connivence avec mon grand-père. J'avais une intimité plus importante avec mon grand-père qu'avec mes parents, en fait. Plus naturel même. Ouais. Du côté de la maison, tu te sentais seul avec ta sœur? Ça se passait comment quand vous étiez petit? J'étais clairement le rival. Ouais. Ok. Et est-ce que tu te sentais seul à la maison? À l'époque déjà, mon partenaire le plus fidèle, c'était mon chien en fait. Et qui s'appelait? Elle s'appelait Nanou. C'était une chienne et je passais le plus clair de mon temps avec elle. C'est pas que je me sentais seul, c'est que je m'isolais dans ma chambre en permanence en fait. Tu lui parlais à ta chienne ou pas? Ouais, je parlais, je jouais au foot avec elle. Comment se passe l'école? Dans quelle période ça commence à pas fonctionner avec tes camarades, avec les personnes qui étaient dans ta classe? Ça a commencé à un petit problème, c'est en CM2. Parce que j'ai déménagé à 10 ans. Ouais, je pense, ouais. 10 ans. Je suis arrivé dans le Jura. Et puis, il se trouve que le premier garçon de la classe avait le droit à un chèque. Le premier garçon de la classe en CM2 avait le droit à un chèque. Autant vous dire que tous les élèves qui entrent en maternelle entendent parler de ce chèque et ils travaillent ça, c'est leur objectif. Voilà. Okay. Et puis rapidement j'entends parler de ce chèque. Et voilà, j'en fais pas plus qu'à quoi. On arrive à la fin du premier trimestre et là en fait les autres ils disent mais en fait t'es venu chercher le chèque quoi. Jusqu'à ce qu'à la fin de l'année j'ai le chèque en fait. Donc c'est un chèque je sais pas ça doit être 300 francs à l'époque. Ouais, mais pour un enfant de 10 ans, c'est beaucoup. Énorme. Voilà. Et voilà. Et après, ces élèves de CM2, je les ai retrouvés en 6e, pour la plupart au collège. J'ai la chance de pouvoir de nouveau intégrer un lycée sportif. Puis voilà, donc là, la seconde, j'ai des nouveaux copains. Avant de passer ton bac, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire dans la vie ou pas? Je passe le bac le 23 et le 24 juin, des gros écrits. Et le 22 juin, avant, je passe le concours de police. La dernière étape du concours de police, c'était l'oral du concours de police. Qu'est-ce qui t'a fasciné de la police? T'as quelqu'un de la famille qui en fait partie? Qu'est-ce qui te rapproche vers ce monde? Moi, ce qui me rapproche beaucoup, c'est... depuis tout petit, je regarde les séries de films américains, comme Starsky Hutch ou Chips. Donc ça m'intéresse. Et en fait, après ce que je découvre, la stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir suivre les individus, les prendre en flagrant délit. Et c'est ce travail d'équipe que je viens chercher, en fait. Un peu comme mon équipe de handball, en fait. Tu fais pas l'armée? Alors si, dès que j'ai mon bac, il faut que j'aille devancer l'appel. Pour pouvoir partir rapidement. Donc 3 mois après, je peux partir à l'école, à l'armée. Mais j'ai la chance que à cette époque-là, on pouvait faire l'armée nationale. D'accord. Mais pendant l'armée, tu as 1 an où tu peux quand même décider. Si tu signes pas à la fin de l'année, tu peux laisser et faire une autre vie. C'est ça. C'est comme un contrat d'essai.
Là, c'était parfait, en fait. Mais tu réussissais à vivre vraiment ce que c'était être dans la police en le faisant dans l'année de l'armée ou pas? Oui, parce que comme j'avais déjà le concours de police, j'ai pu intégrer des services pas forcément réservés aux policiers auxiliaires, on appelait ça comme ça, en fait. D'accord. Et j'ai pu vraiment faire de la police secours, j'ai fait un peu d'îlotage. J'ai vu aussi ce que je voulais vraiment pas faire, en fait. Donc, tu as vu un peu de tout, mais tu as même vu ce que tu aurais voulu faire après. Ben non, parce qu'en fait, là, vraiment, les brigades anticriminalité étaient vraiment interdites pour l'armée, aux policiers auxiliaires, en fait. Auxiliaires, oui, même encore maintenant, aujourd'hui, des policiers adjoints et les jeunes policiers qui ont moins de 3 ans de voie publique n'ont pas le droit. D'accord. Ne serait-ce que de faire une patrouille avec la BAC, en fait. Okay. Donc moi, je pouvais les voir, je pouvais toucher du doigt, mais je pouvais encore pas travailler avec. Tu finis l'armée, tu signes. Voilà. T'en es sûr? Ouais, je suis sûr. T'avais pas de doute? Non. Tu t'engages pour la vie. Voilà. Et tu vas où? J'ai eu la chance de faire mon service national à Dijon. Ouais, j'allais te poser la question, d'accord, à Dijon, ok. Et pourquoi j'ai eu de la chance? Parce que j'ai vu que c'était bien, que ça me correspondait, l'esprit me correspondait, mais par contre, l'activité de la ville ne me correspondait pas du tout. Parce qu'il se passait pas grand-chose d'un côté criminel. Ouais. En 94, au niveau criminel, il se passait pas grand-chose à Dijon. Donc, en entrant à l'école, dès l'entrée de l'école, je suis décidé à aller à Paris, en prenant une carte de Paris, voilà, le boulevard Barbès, Pigalle. Donc 18e. Voilà. Je dis, ça c'est bien. Ils te l'ont proposé ou tu l'as demandé? Non, c'est moi qui l'ai demandé. Donc tu prends un plan, tu tournes, et là où tu as un peu plus de difficultés, tu dis, ben ça c'est mon endroit. Ouais, je dis là, ça doit être bien. T'as connu la peur dans ta vie avant ce choix duquel t'es en train de me parler ou pas? Quel rapport tu avais avec la peur? Oh, je l'ai connu, mais pas au niveau où je vais la connaître après, en fait. Mais non, je n'avais pas. Comment t'avais mesuré la peur dans la vie? C'est lié, en fait, hein, la peur. Ben oui, c'est clair. Ça dépend de quel côté tu veux la regarder, mais je t'ai donné le noir et le blanc, comme ça tu pouvais choisir. Mais alors, j'étais pas bagarreur. D'accord. Mais par contre, fallait pas me chercher, en fait. Ok. On n'avait pas le droit de se battre dans le lycée, comme c'était un lycée sportif. Les bagarres, c'est quand même pas très sportif. Donc, on n'avait pas le droit de se battre dans le lycée. Par contre, sur un terrain de hand, fallait pas trop s'approcher. Et puis, quand vraiment il y avait des soucis, il y a la sortie du lycée aussi. Voilà. Donc, j'allais de temps en temps à la sortie du lycée, régler des comptes. Tu te rendais compte de ne pas avoir peur? Alors si, le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur, mais de le faire quand même, en fait. Ok. Parce que si on n'a pas peur, on se rend pas compte du danger. Non, mais c'est clair. Et si on se rend pas compte du danger, on peut pas. Tu risques beaucoup plus. Ouais. Voilà. Donc t'avais peur, mais tu t'y allais quand même. Voilà. Ok, donc tu prends un plan de Paris, tu visites un peu la ville, et tu dis le 18e arrondissement, Pigalle, Barbès. Ok, c'est exactement où je voudrais aller. Je vais demander si ça va être possible. C'est ça. Et ils vont te l'accorder. Ils vont me l'accorder, ouais, parce que je finis 35e national. D'accord. Sur combien? 500 ou 600. Et je suis le premier à demander Paris. Ok. Je suis le premier à demander Paris intramuros. Et donc, quand j'arrive... Alors là, j'arrive... on fait la découverte de l'arrondissement pendant 1 ou 2 semaines à peu près. Et puis au bout de 2 semaines, parce que je vais demander, je peux enfin passer de nuit. Et là, je suis en ce qu'on appelle en police secours, en fait. La police secours, c'est quand des gens sont en difficulté pour X ou Y raison, chez eux ou dans la rue. T'interviens tout de suite. Font le 17 et c'est les voitures sérigraphiées de police qu'on voit et qui interviennent, voilà. Mais tu te sens bien. T'es dans ton ambiance. Tu dis, voilà. Ça c'est mon environnement, c'est exactement ce que je voulais. On est une grosse brigade, on est, je sais pas, au moins 50 ou 60. Ok. Tout le monde se connaît, tout le monde se serre les coudes.
Enfin, franchement, voilà, une très 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 bonne ambiance. C'était une famille. Tu sentais d'avoir ce que tu avais déjà vécu au handball. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et voilà, on est très bien. On tourne les uns avec les autres. On tourne tous ensemble à tour de rôle. Et puis on apprend à se connaître et à connaître le boulot, en fait. Quand est-ce qu'il t'as un moment très chaud qui va arriver dans ta carrière? Assez rapidement, quand même. Les premiers temps, en fait, ce que je me rappelle, c'est déjà quand les anciens ils nous font faire le tour des endroits un peu stratégiques de l'arrondissement, où en fait, il s'est passé des choses. Et ces endroits chargés d'histoire sont propices aux leçons. D'accord. Par exemple, on va à Porte de Clignancourt, là où a été abattu Mesrine. Et on nous dit, voilà, il était dans une belle voiture, il était bien habillé, il avait un certain âge, pour autant c'était Mesrine. Donc, leçon à tirer, quand on contrôle quelqu'un, on palpe tout le monde, en fait. On se fie pas à la tête du client, à se dire, tiens, lui, il a une sale tête, je vais le palper. Le palper, c'est le fouiller. Donc, quelle que soit la personne, alors ça peut choquer, hein. Il y a certains touristes qui comprennent pas parce que ils n'ont pas l'habitude d'être contrôlés comme ça. On contrôle pas comme ça partout en France. D'accord. Mais sur cet arrondissement criminogène, là c'est le quotidien, en fait, c'est notre quotidien. Okay. Donc après on va sur l'arrondissement voisin, sur le 9e, on va avenue Truden, on voit des impacts de balles sur un mur de façade. Et là, en fait, les collègues nous expliquent qu'il y a 2 collègues qui sont allés sur une voiture qui était stationnée sur un passage piéton et qui sont allés pour le verbaliser, en fait. Sauf que là, c'était des terroristes d'action directe et ils ont abattu les 2 collègues. Et donc là, on nous explique qu'il n'y a pas de mission anodine et qu'il faut être en permanence sur ses gardes, en fait, prêt à réagir. Voilà. Donc les premières patrouilles, les premiers temps, c'est que ça, en fait. C'est plein de moments de partage d'histoire et de leçons de la part de nos anciens. Quelques mois après mon arrivée sur le 18, je suis de police secours. Donc le fourgon numéro 1, celui qui a appelé en premier, en fait. Et puis on voit qu'il y a beaucoup d'agitation sur l'arrondissement d'à côté. Et c'est de l'autre côté du boulevard, en fait. Et puis donc là, en fait, je zappe sur la radio pour écouter ce qui se passe sur l'arrondissement d'à côté. Et en fait, ce qui vient de se passer, c'est que 4 collègues sont entrés dans un immeuble pour aller régler un différend familial, un conflit entre époux. Les collègues sont montés dans la cage d'escalier et là, l'individu auteur du différend les a aspergés d'essence, pardon. Et en fait, ils ont pris feu. La cage d'escalier a pris feu. 3 collègues sont décédés. Le 4e a pu sortir extrêmement brûlé. Donc nous, on s'est proposé pour les aider. On les a aidés, etc. Et puis... Et les époux sont morts ou ils sont... Les époux sont morts aussi. Les 3 collègues sont morts. D'accord. Et puis sur le coup des 3h30, 4h, les pompiers nous disent « Attention, on va sortir les corps ». Donc là, en fait, j'ai 22 ans et on se met au garde à vous à la sortie de l'immeuble et on va sortir les corps des collègues. Donc là, à ce moment, je me dis que toutes les leçons des anciens, il faut y faire vraiment attention, en fait. Parce que la réalité est là. Ouais, ça peut se passer d'un moment à l'autre. Là, ça s'est passé sur le côté pair du boulevard de la Chapelle, donc côté 10. Si ça avait été côté impair, ça aurait été côté 18. Ça aurait été moi, en fait. Quand les nuits qui ont suivi, quand on s'est rendu sur les cercueils, recouverts du drapeau français, il y avait une photo, un portrait de chacun des collègues sur leur cercueil. Et donc je revois leur visage.
Et ils étaient aussi jeunes que moi, en fait. Ils avaient peut-être 24, 25 ans. Qu'est-ce qui se passe entre vous quand un collègue décède? On reste les uns à côté des autres, sans trop se parler. Et c'est plus ça, en fait. C'est vraiment beaucoup de pudeur. D'accord. Sans aller vers la famille, si vous étiez amis, oui. Mais normalement, vous restez entre vous. Ouais. D'accord. Et donc, tu m'as raconté cet épisode. Et il y a d'autres épisodes dangereux que tu as vécu pendant que tu étais dans le 18? Ouais, alors, au bout de 2 ans que je suis en police secours, je peux accéder à la BAC du 18 la nuit. Donc là, j'accède à la BAC du 18 la nuit. Quand j'arrive au sein de l'équipe de la BAC, en fait, on se fait pas confiance naturellement. Il faut qu'on fasse nos preuves. Donc, je suis impatient de pouvoir faire mes preuves, en fait, au quotidien. C'est comment qu'on peut passer les preuves? C'est dans le quotidien en travaillant ou c'est en dehors du travail comme homme? C'est comment que tu peux le démontrer? Non, c'est surtout au quotidien en travaillant. Savoir qu'on sait travailler, savoir que si on va au carton, s'il y a bagarre, s'il y a machin, on peut compter sur nous. Savoir, que en gros, quand on est en BAC. Le BAC, c'est l'anticriminalité. Voilà, brigade anticriminalité. En fait, on rentre quelque part, on sait jamais où on rentre, on sait jamais sur quoi on va tomber, et il faut surtout pas qu'on ait à regarder pour voir si notre collègue est dans notre dos ou pas. Donc pour ça, faut avoir une confiance absolue en fait. Et cette confiance, elle vient petit à petit. T'as un gilet pare-balles quand tu fais ça ou pas? Alors en 98, non. Ah, quand vous étiez en service, vous n'avez pas de gilet pare-balles? On n'a pas de gilet pare-balles. Et d'ailleurs, après l'épisode que je vais te raconter, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller en acheter un, en fait. Donc vous pouviez le mettre pendant votre service si vous l'achetiez d'une façon privée, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. On l'a acheté sur nos deniers perso. D'accord. Voilà. Okay. Donc maintenant, depuis le 2001... Tout le monde l'a. Voilà, c'est fourni par l'administration. Mais c'est vrai qu'avant 2001, on n'avait rien. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis au téléphone avec mon épouse. On est en train de se dire bonne nuit. Et puis là, il y a un appel radio qui tombe. Donc j'écoute. Et on entend blessé par balle au Square Léon. Donc là, je suis déjà dans l'intervention. Je prends pas de gants. Je dis on est juste à côté, je te laisse. Et je raccroche. On fait 500-600 mètres et on arrive au Square Léon, donc en plein milieu du quartier de la Goutte d'Or, à Paris, à côté de Barbès. Et puis là, quand on descend de voiture, on se retrouve nez à nez avec un individu porteur d'un 357 Magnum, un revolver, et qui nous braque. Donc on le braque à notre tour. On se rend compte qu'autour de lui, il y a 5 ou 6 individus qui gravitent, qui sont avec lui, qui tournent autour de lui. Donc en fait, nous, rapidement, on se rend compte que c'est pas possible pour nous de faire feu, en fait. Donc on rengaine nos armes et on essaye de dialoguer et de comprendre même ce qu'on fait là, parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Donc là, on comprend que donc déjà, l'appel il est bidon parce qu'il n'y a pas de blessés par balle. On comprend aussi que l'individu n'en a pas forcément après nous, puisque à tour de rôle, soit il nous braque, soit il met le revolver sur sa tempe. Il veut en finir lui. Donc on essaye de le ramener à la raison, etc. Au bout de quelques minutes, les renforts sont arrivés. Il y a du monde partout autour du square. Donc là, en fait, toutes les fenêtres de tir sont fermées. On sait que c'est soit le dialogue, soit le corps à corps pour le désarmer. Et puis on se rend compte que on tourne en boucle et que il n'a pas des propos cohérents à ce moment-là. Donc avec un collègue, on se dissimule et on se fait oublier derrière l'individu.
Et au moment où il porte le revolver à sa tempe, là, on décide de lui sauter dessus, en fait. Donc on lui saute dessus, on va au sol, et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les 5 ou 6 individus qui l'accompagnaient nous ont sauté dessus également. Donc là, s'ensuit une mêlée de rugby. Et au milieu de cette mêlée de rugby, il y a un coup de feu qui claque. Donc là, on arrête tous de se battre. Donc moi, je me regarde. Je vois pas de sang sur moi. Je me dis, bah c'est bon, c'est pas moi. Je regarde à côté de moi, je regarde mon collègue. Je vois qu'il était en train de se regarder également. Il n'avait pas de sang sur lui non plus, donc c'était pas lui. Et puis on se dit, bah, on regarde derrière nous. Et là, derrière nous, on voit un individu, un des 5 ou 6 qui accompagnait le premier, qui avait du sang à la gorge, en fait, qui a pris une balle dans la gorge. Donc on se dit, bah, c'est bon, c'est pas nous, on continue de se battre. On continue de se battre avec l'individu, on arrive à le menotter rapidement, on le monte dans notre voiture, et le commissariat de la Goutte d'Or se trouvait à 300 mètres de là, donc on se rend au commissariat. Le coup de feu, il part avec le pistolet de l'individu. Voilà, il part avec le revolver de l'individu. Et puis voilà, donc on l'envoie au commissariat. Quand on arrive au commissariat, l'individu fait un malaise. Pour nous, il fait un malaise. Donc il tombe au sol. Et puis donc là, on prend ses constantes. Enfin, on prend au moins son pouls. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de pouls. Donc on appelle les pompiers qui arrivent rapidement, qui étaient aussi pas loin. Et puis il le déshabille. Là, on se rend compte qu'il a un orifice, une plaie, quelque chose qui ressemble à une plaie par balle au niveau du cœur, en fait. Mais pas de sang. Donc on raconte ça à l'officier, on dit on vient de se battre avec l'individu qui est mort ici, en fait. Donc c'est assez surprenant. Même nous, on n'y croit pas, on se demande vraiment ce qui s'est passé. Donc l'officier nous dit on va vous mettre en garde à vue, en fait. Parce que là, on comprend pas trop votre histoire. Et puis là-dessus, au bout de 10 minutes, il y a un commandant qui arrive, qu'on connaît bien, qui lui est chargé de commander la voie publique. Et ce commandant, il dit non, je connais très bien ces agents, ils vont pas aller en garde à vue. Il n'y a pas besoin de les mettre en garde à vue, ils vont rester à votre disposition, ils vont se plier à tout ce que vous demandez, etc. Donc on va pas en garde à vue, mais on est désarmé, on compte nos cartouches, on est désarmé pour pouvoir faire une comparaison balistique, on nous fait des empreintes canoniques pour voir si on a de la poudre sur les mains, savoir si on a fait feu ou pas, on est entendu, donc auditionné pour décortiquer chaque instant de la scène, etc. Et en fait, tous on dit la même chose, parce que c'est passé la même chose, et on dit qu'on s'est battu avec le gars qui a la balle dans le cœur, en fait. Et puis pendant qu'on fait tout ça, l'autopsie est faite, et pendant l'autopsie, les médecins légistes réussissent à déterminer que l'individu donc a fait feu par devant, que la flamme qui sort du canon est venue cautériser la plaie, et que l'individu a pu vivre pendant 7 à 8 minutes avec le cœur transpercé de part en part. Et donc on apprend aussi à ce moment-là que la balle aurait pu arriver sur vous, parce que vous étiez sur lui. C'est ça. Ok. On apprend à ce moment-là, donc la balle nous est passée, nous on était vraiment au-dessus de lui, ouais. Et la balle est passée entre nous et on ne sait pas où, en fait, pour aller mourir dans la gorge de la personne qui était derrière nous. Okay. Voilà. Et t'as des autres épisodes comme ça ils vont continuer à arriver, ou c'est plus tranquille après? Alors ça va continuer. Ça va continuer. J'ai des choses moins violentes vis-à-vis de moi, mais c'est un jour un individu se présente au commissariat, il a un couteau enfoncé dans la tempe jusqu'à la garde, et il nous dit que dans le bar juste au-dessus du commissariat, il y a un vol à main armée qui a mal tourné, en fait. Donc nous on rentre, on le fait asseoir, on appelle les pompiers et on fonce dans le bar, et quand on en rentre dans le bar, on peut que
que compter les morts, en fait. Ça sent encore la poudre. Et il y avait, je sais pas, 2 ou 3 clients, plus le tenancier du bar, tout le monde était mort, là. Donc voilà, des interventions comme ça, j'en ai plusieurs, ouais. Tu m'as parlé de ton épouse. T'étais heureux dans cette période que tu es en train de me raconter? Pas seulement avec ta fiancée, ton bilan de vie. En fait, je prends pas conscience que des symptômes apparaissent. D'accord. À ce moment-là. Je prends pas conscience que c'est des symptômes parce que je me dis que c'est de la déformation professionnelle. Quand je suis hyper vigilant, je me dis c'est parce que il faut que je fasse attention à tout le monde, comme au travail en fait. Quand tu es hyper vigilant dans ta vie privée? Quand je vais à un concert, oui. Il faut que je regarde absolument tout le monde. Il faut que je vois toutes les issues, il faut que je regarde tout ce qui se passe. Et ça, j'arrive plus à le gérer. Donc je me refuse à aller dans des concerts, je me refuse à aller dans des spectacles. Donc je trouve toutes les bonnes excuses pour pas y aller en fait. Ou je vais dans des choses vraiment où je sais, on est placé, on est assis, et voilà, je pourrais à peu près maîtriser 2-3 trucs. Et après, voilà, si tu veux, bien plus tard, j'ai un exemple assez fort que j'écris dans le livre sur l'hypervigilance. On est en 2015, je vais au cinéma en famille. Avec vos enfants et ta femme? Voilà. Et puis là, il y a un individu qui rentre dans la salle de cinéma. Et ce qui me frappe, c'est que l'individu, à aucun moment, ne porte ses yeux sur l'écran. L'individu, il regarde directement la salle. Et ça me frappe parce que je me dis, en fait, chaque fois que quelqu'un rentre dans la salle de cinéma, le réflexe, c'est de regarder l'écran. Mais lui, pas du tout. Et puis, il reste planté là où il est, à côté de la porte. Il garde son manteau et il regarde les gens. Il se trouve que, en plus, il est barbu. Une barbe bien fournie. Donc, je fais le lien rapidement avec les événements qu'on puisse passer. Et puis, il disparaît. Donc là, moi, je m'occupe plus trop du film. Je fais attention à lui, en fait. Est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Par où? Etc. Et puis, quelques minutes après, il revient. Et pareil, de nouveau, il regarde plus l'écran. Et il se place devant la salle et il attend. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est sûr. C'est sûr, il va se passer quelque chose. Donc, je fais abstraction totale du film. Le dernier quart d'heure du film, je peux pas vous raconter. C'est impossible. Je suis fixé sur l'individu. Et comment il faisait à pas te voir si tu le regardais? Tu devais te retourner ou il était plus ou moins... Ah non, il était... non, parce que moi, je me mets tout le temps en fonction. Je me place dans une salle ou dans un bar, un restaurant, je me place. Où tu peux tout voir. Tout voir sans me retourner, en fait. Sans te retourner. Il faut absolument personne dans mon dos. Et puis, donc, je le regardais. Et puis, lui, il attendait. Et puis, le film se termine. Donc, j'entends le générique qui se met en route. Et puis, les petites lumières qui s'allument tout doucement, en fait. Et je me dis, s'il doit se passer quelque chose, ça va être là. Donc là, je suis armé. Je chausse mon arme. Et j'attends. J'attends de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Je dis rien. Rien. Personne ne comprend. Je dis, on attend. Et personne. Je dis rien. Tes enfants ne te posent pas de questions? Non, ils sont en train de regarder le générique. Ils attendent. Voilà. Et puis, donc là, les premières personnes commencent à se lever. Et puis, donc là, je me décale un petit peu, je fais attention. Et puis là, en fait, les premières personnes arrivent au contact. Et puis, et là, je comprends que c'est un employé du cinéma qui est là pour interdire aux gens de prendre la sortie là, parce qu'il y a des travaux, en fait. Donc, il demande aux gens de faire demi-tour, et voilà. Donc, les gens font demi-tour, et du coup, je lui dis, c'est bon, on y va. Donc, hop, on se lève, on s'en va. Et puis, ma femme, mes enfants sortent du cinéma, ils sont détendus, ils ont bien rigolé avec le film. Et moi, je viens de vivre une scène tout autre. Donc on a un vrai décalage. Tu te rends compte ce soir-là que ta vie est un peu influencée, conditionnée, ou pour toi c'était une exception, un cas? Non, pour moi c'est encore normal en fait. Ok. De faire attention à son environnement et D'accord. Pour moi c'était une normal. bonne habitude. Ouais. D'accord.
Je me dis, au moins, si ça avait pas été un employé du cinéma, si ça avait été un terroriste, par exemple, ben, j'étais là pour agir. J'étais prêt. Voilà. Alors, il y a des autres moments importants, mais c'est pareil, je me rends compte avec le recul, c'est quand mes enfants naissent. D'accord. Ils ont quel âge? Donc, ma fille est née en 2005, mon fils en 2008. D'accord. Quand ils naissent tous les deux, j'ai pas de sentiment de plénitude. Je suis content, mais c'est pas l'extase, c'est pas je suis papa, c'est ça. Et malgré le fait que tu te sentais comme ça avec l'aîné, est fille ou garçon? L'aîné, c'est la fille. Et après ta fille, t'as quand même voulu avoir un autre enfant. Vous avez quand même voulu avoir un autre enfant parce que tu voulais. Ouais, je voulais, ouais. À l'époque, je me suis dit, ben, ok, je suis papa. C'est qu'après coup, peut-être même après la naissance de mon fils, oui, où je me suis dit, ben, quand même, je suis pas plus content que ça. Donc tu l'as bien réalisé après la naissance du deuxième. Pendant la naissance du deuxième, j'ai voulu assister à l'accouchement comme pour la première, en fait. D'accord. Et puis il s'est trouvé qu'il était étranglé par le cordon ombilical. Ouais. Donc là, on entend les battements du cœur du bébé qui s'arrête. Et puis bah, là, c'est le branle-bas de combat, urgence césarienne en urgence, en fait. Et ben moi, j'assiste à tout ça. J'ai pas le réflexe de partir. Il y a rien qui me choque là-dedans, en fait. On me dit pas de partir. Donc, ben voilà, j'assiste à ça. Et puis il y a une équipe médicale qui arrive en renfort et puis qui dit, mais c'est qui le monsieur là? Je dis, ben, je suis le papa. Et qu'est-ce que vous foutez là? Il faut partir. Donc je pars, en fait. À ce moment-là, voilà. Et là, ça montre aussi à quel point je suis un peu détaché de ce qui peut se passer, en fait. Des émotions en général? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que ta femme t'en parle de ça? Parce qu'elle s'en rend compte, elle le sent, non? Du côté émotif, on dit? Émotionnel? Émotionnel, excuse-moi, merci. Elle te sentait détaché ou pour elle, c'était normal parce que c'était le Christophe qu'elle a toujours connu et donc elle savait déchiffrer, elle savait traduire ta façon de démontrer les émotions. Pour elle, peut-être que c'était normal parce qu'elle savait te lire à l'intérieur de toi. Je sais pas, c'est une question que je te pose. Je pense qu'elle avait le mode d'emploi, elle l'a toujours, hein, le mode d'emploi d'ailleurs. Et voilà, elle sait que si je fais ça, c'est un petit truc, mais c'est beaucoup pour moi. Et du coup, voilà, elle sait que je suis quand même content et que voilà, ce qu'on vit, c'est quand même fort. Et que voilà, ça, voilà. Ok. Comment se développe ta vie à partir de ce moment-là? Donc, après la naissance de votre deuxième enfant, donc de votre fils, qu'est-ce qui se passe? On arrive à Dijon. Déjà, on quitte Paris pour rentrer à Dijon. C'est même avant la naissance de la première. C'est ton boulot qui décide ça ou c'est vous qui le décidez? Non, c'est nous qui le décidons, en fait. Enfin, c'est la vie qui décide pour nous. Parce que le père de mon épouse est diagnostiqué d'une grave maladie. Donc, elle préfère rentrer sur Dijon pour s'occuper de sa maman et de lui, quoi, en fait. Voilà, donc, tes parents habitent à Dijon? Habitaient ou habitent? Ouais. Donc, tu te rapproches d'eux? Je me rapproche d'eux et puis elle se rapproche des siens. Des siens, c'est sûr. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, donc on rentre sur Dijon. Au bout de 3 mois, je veux repartir, en fait. Au bout de 3 mois, je veux repartir. Pour la même raison que tu m'as raconté avant, ça veut dire il se passe rien à Dijon. Il se passe rien à Dijon. Voilà. Donc là, je veux repartir. Et puis, bah, on a déjà acheté la maison. On a la première qui est en route. Donc, voilà, je mets de l'eau dans mon vin, je dis ok, on va rester sur Dijon. Voilà. Et puis finalement, il se passe des trucs à Dijon, en fait. Donc, voilà, je reste à Dijon, j'arrive à intégrer la BAC à Dijon. Et puis, voilà, j'arrive même à retravailler de nuit. Donc, je travaille la BAC la nuit à Dijon. Voilà. Alors toutes les nuits ils sont pas
hyper fun, mais voilà, on arrive à faire des trucs. Et puis une nuit, en 2010, je me réveille en pleurs, mais je vomis ma tristesse, enfin voilà, des pleurs incontrôlables en fait. C'est la première fois. Je crie, ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. D'accord. Ça réveille ma femme. Et puis elle me demande, pourquoi tu pleures, qu'est-ce que t'as? Et en fait, je dis, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Même encore maintenant, j'ai réfléchi à ce qui avait bien pu se passer la veille ou l'avant-veille de ça, et je n'ai aucun souvenir en fait. Il s'est rien passé de suffisamment particulier pour que je m'en rappelle. Donc le lendemain matin, je vais voir le médecin. Je lui explique, je lui dis voilà ce qui s'est passé cette nuit. Et puis il me pose quelques questions. Et puis rapidement il me dit Christophe, vous êtes en dépression. Vous êtes en dépression. Donc voilà, il faut réagir, il faut prendre des médicaments, et puis il faut aller voir un psychologue ou psychiatre, ou les deux. Donc je refuse de prendre les médicaments tout de suite. Et je vais voir un psychologue et un psychiatre. Donc là, on commence un travail. On cherche le pourquoi je suis en dépression. Le pourquoi de cette dépression. On balaye tous les aspects de ma vie. Donc comment ça se passe au niveau familial, avec votre femme, avec vos enfants. Les enfants sont en bas âge. Vous travaillez la nuit, vous dormez comme il faut, etc. Je dis non, je dors pas bien. Ok, peut-être qu'il faut que vous travailliez de jour. Donc, je vais repasser de jour. Après, avec vos parents. Okay, comment ça se passe avec vos parents? Après, au niveau du travail. Comment ça se passe au travail? Comment ça se passe avec vos collègues? Comment ça se passe avec vos chefs? Mais on va pas, à aucun moment, dans le travail lui-même. On va pas dans les interventions, on va pas dans tout ce que j'ai vécu, en fait. On est dans ce que je suis en train de vivre. Et pas dans le passé. Ce qui fait que on cherche beaucoup, mais on trouve pas. On trouve pas. Je remets du sport. À un moment donné, j'étais avec la dépression, je pense. J'avais moins d'entrain, je faisais plus de sport. Je crois que quand je vais voir le médecin, je suis à 67 kilos. Donc j'ai perdu 20 kilos. Donc c'est assez important. Donc je remets du sport. Je remets du plaisir aussi, parce que je me rends compte que avec mon épouse, on est devenus parents, mais qu'on pense plus forcément à nous en tant que couple et même à nous en tant qu'individu en fait. Donc je reprogramme des sorties avec les copains, je fais du karting, on met tout un tas de choses en place. Et puis en fait, la dépression, elle n'est pas là tout le temps. Elle part, elle revient, elle part, elle revient. Donc quand elle part, ça va mieux. Donc je dis tiens, si je fais du sport, ça va mieux. Ou tiens, j'ai fait essayer, ça va mieux. Et puis en fait, après ça revient. Et en fait, à chaque fois qu'elle revient, elle revient de pire en pire en fait. Okay. Et puis avec ce travail d'introspection en fait, je me rends compte à quel point en fait tout tourne un petit peu autour de mon travail. C'est-à-dire que je me rends compte de cette hypervigilance où je refuse. En dernier, je refusais même d'aller en centre-ville de Dijon pour être tranquille. Quand on fait des sorties, quand on va au restaurant, etc., on va même en périphérie de Dijon, plutôt que d'aller dans Dijon. Donc on n'est même pas libre d'aller où on veut quand on sort. Je me rends compte aussi que je dors très très peu.
Je passe même le fait que je sois repassé de jour, je passe toutes mes nuits à pas dormir. Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu dors pas? Je suis dans le lit et j'attends. Je regarde le plafond et j'attends. Tu regardes pas la télé, ton téléphone, un livre, rien? Non. Tu penses? Parce que en fait, ma femme est couche à côté de moi et je veux pas la déranger en fait. Et tu penses à quel genre de choses quand tu réussis pas à dormir? J'ai une irritabilité qui est quand même de plus en plus forte. Ça se traduit par le fait que je râle sans arrêt et je fais des grosses colères en fait, des colères assez importantes. Donc, je me rends compte que je suis pas facile à vivre en fait. C'est même donc là à l'époque je me dis je dois pas être facile à vivre. Moi maintenant je me dis que c'est un sacerdoce de vivre avec moi en fait. Ce que j'ai à ce moment-là, c'est un stress post-traumatique et le stress post-traumatique on n'en guérit pas. On apprend à vivre avec, mais on n'en guérit pas. Donc j'ai appris à vivre avec. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que la dépression elle part, elle revient, elle part, elle revient. À chaque fois qu'elle revient, c'est plus fort que la fois précédente. Et puis à un moment donné, j'ai un moment de lucidité où je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire vivre à ma famille en fait. Je me dis mais que même moi je me supporte pas. Donc comment ma femme, mes enfants peuvent me supporter? Donc je me dis la solution c'est qu'on se sépare et qu'on vive chacun de notre côté quoi. Toi, tu dis ça à ta famille? Moi, je lui dis, écoute, voilà, même moi, je me supporte plus. T'as pas à vivre ça. C'est pas une vie. T'as pas à vivre ça. Donc, le mieux, c'est qu'on se sépare. Qu'est-ce qu'elle te répond? Que non. C'est pas à moi de choisir pour nous deux, qu'elle veut pas partir. Je provoque encore plus de souffrance chez elle en lui disant ça en fait. Mais tu le fais quand même? Je l'ai fait du coup. Ouais. Comment tu le dis à tes enfants? Mais je pars pas en fait parce que je me rends compte de la souffrance que ça provoque. Donc je dis on va en parler, on va machin, mais voilà, moi j'ai ça en tête. Et t'en parles aussi à tes enfants? On n'en parle pas à nos enfants, non, parce que moi je crois que j'avais juste besoin d'un changement à ce moment-là, voilà. En fait, et que j'étais perdu, je savais pas d'où devait venir ce changement, et c'était celui qui me semblait le plus évident. Et en tout cas, ce que je voulais, c'était les épargner en fait, les épargner de tout ça. Et donc comment tu gères ce moment-là? Et en fait là, je suis chez moi, je souffrais déjà beaucoup. Et là, avec la conversation qu'on a eue et j'ai vu la souffrance qu'elle pouvait avoir, je souffre encore plus, en fait. Et donc là, j'ai la mauvaise idée de mélanger les médicaments et l'alcool. C'est la première fois que tu prends les médicaments qui t'avaient prescrits, on dit? C'est ça, ouais. Ok. Tu les avais jamais touchés, tu les avais achetés, tu les avais laissés à la maison, mais tu les avais jamais touchés. Voilà. Ok. Et puis j'enchaîne en fait. Un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Et puis un coup l'un, un coup l'autre, ça veut dire un cachet et de l'alcool? C'est ça. D'accord. Et puis ensuite, donc on avance dans l'après-midi et puis j'ai un échange SMS avec un collègue. Un collègue qui est déjà passé par là en fait. Et à ce moment-là, en plein après-midi, les lettres des mots des SMS ne devaient pas tout être dans le bon ordre parce que il comprend que je suis pas dans mon état normal et qu'il se passe quelque chose en fait. Donc il vient chez moi, il voit ce que je suis en train de faire, il voit mon état. Donc là, il appelle ma femme et ma femme, elle appelle les pompiers ou elle lui dit d'appeler les pompiers, je sais pas quel des deux fait 18. Et les pompiers débarquent à la maison. Donc là,
Ils voient ce que j'ai pris et ils veulent m'emmener à l'hôpital. Donc, moi, je leur dis que c'est hors de question que j'aille à l'hôpital. Parce que pour moi, aller à l'hôpital, ça signifie que ma hiérarchie soit au courant de ce qui vient de se passer. Donc, ça signifie un désarmement et ça signifie un changement au sein de mon métier. C'est-à-dire que pour faire la BAC, je suis forcément armé. Le jour où je suis plus armé, je suis dans un bureau, je suis aux plaintes, par exemple, là où je voulais absolument pas être. Okay. Donc, je leur dis non, je vais pas à l'hôpital. On me dit, monsieur, si vous venez pas, on vous emmène de force. Donc là, je leur dis qu'ils sont pas assez et que j'irai pas à l'hôpital. Donc là-dessus, ils appellent les gendarmes. Les gendarmes viennent à mon domicile et puis c'est pareil, ils essayent d'y aller à l'intimidation en fait. Donc ils voient que ça marche pas. Et puis là, on passe à un pacte avec le chef de patrouille, où il me dit tu vas à l'hôpital sans faire d'histoire. Et moi, je dis rien à personne sur ce qui s'est passé. Et je lui dis banco, on fait ça. Donc je vais à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, les pompiers doivent faire un topo, je pense, aux médecins et aux infirmiers, en disant faites attention quand même. Et puis tu parles d'une façon lucide quand tu parles avec les gendarmes et avec les pompiers ou... Pour moi, oui, mais peut-être pas, en fait, je sais pas. D'accord, ok. Et puis, donc, quand je suis à l'hôpital, je reste la nuit en observation. Et il y a des gens, je sais pas qui, médecins ou infirmières, qui viennent me parler dans la nuit pour savoir comment je vais, pour savoir ce qui s'était passé, etc. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une personne du corps médical qui va me parler, j'ai 2 agents de sécurité qui sont derrière, les bras croisés, qui sont là pour veiller au grain, parce que les pompiers ont bien dû dire que ça avait été tendu pour m'amener. Donc là, autant vous dire que c'est pas les bonnes conditions pour parler, en fait. Donc, j'ai dit au médecin tout ce qu'il fallait pour pouvoir ressortir dès le lendemain. Et le lendemain matin, à 11h, j'étais sorti de l'hôpital, en fait. Voilà. Ils n'ont pas prévenu ta hiérarchie aussi? Ils n'ont pas prévenu la hiérarchie, non, parce qu'en fait, eux sont soumis au secret médical. Okay. Donc, voilà, le surlendemain, je suis au travail. Et puis, personne ne voit rien, il se passe rien, en fait. Personne n'est au courant de rien. Donc, tu réagis? Je réagis, mais en fait, je prends pas du tout la mesure de ce qui vient de se passer. Voilà, on met quelques trucs en place. Je dis à ma femme, ok, je pars pas, on reste ensemble. On met aussi des choses en place dans notre couple pour que ça aille mieux. Je refais un peu plus de sport. T'essaies d'amener un peu plus d'intérêt dans ta vie. Ouais, voilà. D'accord. Et ça marche? Ça marche. Le temps que la dépression s'en aille, en fait. Et puis elle revient. Et là, quand elle revient, combien de temps après? Quelques mois après. Et quand elle revient, c'est encore plus violent. Moi, j'ai souffert d'attaques de panique pendant 1 an. Après, ça fait 1 an que pendant 1 an, ça s'est arrêté et s'est retourné cet été. Et ce que j'ai appris à faire avec un psychologue, c'est accueillir le moment. Parce que à chaque fois que j'essayais de m'échapper de là, c'était violent. Et c'était toujours pire. Et depuis que j'ai accepté cette chose que je n'acceptais pas, ça va beaucoup mieux. Donc, disons que c'est mon copain, même s'il est pas trop sympa, mais si tu lui montres qu'il est pas trop sympa, il va te faire chier. Donc, le fait que tu lui fasses un beau sourire et tu l'accueilles, ça va rendre ta vie plus légère. Et je voulais savoir quelle sensation t'avais quand ça retourne encore plus violent. Les sensations, déjà, c'est une extrême fatigue. La première des choses, c'est une fatigue, mais qui est là en permanence, tout le temps. J'ai beau me reposer, je suis fatigué, en fait. Donc c'est grosse fatigue. Pour autant, je dors pas.
Tu parles à l'époque ou maintenant? À l'époque. D'accord. Non, maintenant je dors en fait. Maintenant tout va bien. Ouais. Parfait. Bon, on va y arriver après. Donc ouais, à l'époque, très fatigué, mais je dors pas. Donc en fait, ça m'énerve de me mettre au lit et de pas dormir, alors que je suis fatigué. Je me suis traîné toute la journée et je me mets au lit, je dors pas. Donc je peux pas récupérer. J'en parle pas. J'en parle pas que je dors pas parce que j'ai l'impression de me plaindre en permanence. Parce que tous les jours, bonjour, t'as bien dormi? Oui, oui. Parce que si tous les jours je dis non, pourquoi? Voilà. Pour faire court, je disais oui, ça va. Et puis, voilà. Oui, même pour pas devoir en parler, rentrer dans les détails, parce que ça te faisait revivre toutes ces sensations, cette énergie négative. Voilà, donc là c'était vraiment donc, grosse fatigue, colère en permanence, je sortais quasiment plus. Voilà, j'étais bien dans mon petit univers, mon petit espace, ma maison, mon village, et voilà, c'était bien. Je roulais extrêmement vite en moto. En général ou un jour en particulier? En général. Là, c'était tout le temps, en fait. Et donc maintenant, je roule encore un petit peu vite, mais beaucoup moins. Okay. La différence, c'est que à ce moment-là, j'ai eu mes premières idées suicidaires et j'avais pas conscience que ça en était. C'est-à-dire que je roulais, par exemple, je roulais vite sur une nationale en moto. Il y a une voiture qui arrivait sur la droite, une rue adjacente, qui avait un stop. Et puis, le réflexe, c'est de couper, de ralentir. Et puis là, je me dis, non, en fait, je vais même accélérer. Comme ça, si jamais il s'arrête pas au stop, que j'ai un accident, au moins tout le monde sera tranquille, en fait. Et donc ça c'est vraiment une première idée suicidaire, elle vient comme ça. Tu te rends compte que c'est une idée suicidaire pendant que tu le penses, ou quelques secondes après, ou seulement avec du recul, tu réussis à donner des titres? Non, ouais, c'est seulement avec du recul quand j'étais en formation pour gérer les crises suicidaires, où on se dit, on nous dit les premières idées, les premières envies de mort sont là des fois bien avant. D'accord. Et en fait, en réfléchissant, je dis moi, mes premières envies de mort, c'était un accident de moto, quoi. Voilà, c'était ça. Et ça dure une fraction de seconde, ça dure 3 secondes. Le temps de voir la voiture arriver, on passe, elle s'arrête au stop, on passe, et c'est fini, on passe à autre chose, en fait. Mais les premières idées, là, elles sont quand même très importantes. Et c'est à ce moment-là où il faut déjà aller en parler à quelqu'un, en fait. C'est à ce moment-là. Moi, je me suis juste dit, c'est des idées d'accident, c'est des idées à la con. Tu lui as pas donné une valeur? Non. Et à aucun moment, j'en ai parlé à un psychologue ou quoi, en fait. Tu l'as pas fait parce que tu t'en rendais pas compte ou parce que tu avais peur de perdre ta vie? C'est des choses comme ça, non, je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte vers où j'allais, en fait. Même après ma première tentative de suicide, j'ai pas... Celle que tu m'as racontée? Ouais, j'ai pas mis des mots là-dessus. J'ai pas dit que c'était une tentative de suicide, en fait. D'accord. Je me suis pas dit ça. Et de toute façon, j'avais pas envie de mourir à ce moment-là. Après ta grande vitesse en moto, où tu penses ce que tu viens de me partager, il y a d'autres épisodes? Ouais, en fait, après donc ma fatigue, mes colères, finalement ça use tout le monde. Et là, c'est ma femme qui me dit, en fait, t'avais raison. Il va falloir qu'on vive séparément parce que j'en peux plus, en fait. Je peux plus. Ça dure depuis tant de temps.
ça nous use et tu t'en sors pas et c'est plus possible pour moi en fait. Ça te fait réagir? Donc là, la réaction que j'ai, c'est de partir, c'est de m'enfuir en fait. Donc je m'enfuis, je monte dans ma voiture et je roule. Comme pour fuir tout ça en fait. Donc là je roule très très vite. Je manque d'avoir un accident. Donc je me dis, bah en plus je fais le con et je vais tuer quelqu'un, donc stop. Donc là je ralentis. Et je suis presque à l'arrêt en fait. Je sais pas trop ce que je faisais et là je suis rattrapé par des flashbacks. Donc c'est la première fois que j'en ai. Et sans que je demande rien en fait. J'ai l'image du 357 Magnum que j'avais en face de moi en 99 en fait. J'ai cette image du canon, du barillet et des cartouches qui brillent au fond du barillet. J'ai cette image-là et derrière j'ai toutes les images d'intervention. Donc comme je vous ai raconté tout à l'heure, les cadavres présents dans un bar après un vol à main armée, d'autres affaires où ma vie a été mise en danger, plus des visages de collègues qui sont partis, qui se sont suicidés. Et je me dis, mais tout ça, c'est de la souffrance, tout ça, c'est... voilà. Et du coup, je m'arrête, je me rends compte que je suis presque à l'arrêt, je m'arrête dans un petit chemin, en bord de route, et puis je pleure beaucoup, je repense à la situation, puis je me dis que si ma femme elle part, c'est elle qui aura la garde des enfants, avec les horaires que je vais avoir, je vais plus les voir, et puis je dis de toute façon ça sera aussi bien parce que en fait je suis un mauvais père, je fais que leur crier dessus, je fais rien de bien, et puis voilà, j'ai ces images qui reviennent, et puis je me dis finalement en fait c'est vrai que si c'était fini pour moi aussi, et ben tout serait fini, je serais tranquille en fait. Donc là, je suis à une seconde ou deux de commettre l'irréparable. Quand j'ai un mouvement de recul de la tête, et dans le rétroviseur intérieur de ma voiture, en fait, j'aperçois le regard de mon chien. Et quand j'aperçois le regard de mon chien, c'est comme si je sors d'un état second, que je me rends compte où je suis, en fait, que je prends conscience de où je suis et de ce que je fais. Et je me demande ce que je suis en train de faire, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Qu'est-ce que, à ce moment précis, tu es en train de faire? C'est n'importe quoi, en fait. Parce que si tu vas jusqu'au bout, tu verras plus personne. Tu verras plus tes enfants, tu verras plus tes amis, tu verras plus rien. Et là, en fait, il y a le chien qui était dans le coffre, qui saute et qui vient vers moi devant et qui me fait la fête. Elle pensait qu'on allait courir ou je sais pas en fait. Et je regarde ce chien qui me fait des bisous et tout. Puis je me dis, je suis capable d'aimer mon chien. Je dois être capable d'aimer ma femme et mes enfants, mais surtout je dois être capable de leur montrer en fait que je les aime. Donc je me dis non, faut que je reste. Et du coup, je rentre. Il est 10h30 du matin. Et je prends ma douche. Et à 13h, je suis au travail. Et mes collègues, avec qui je passe toute l'après-midi, en fait, voient rien et ne me demandent rien. Voilà. Et comment tu vas agir pour la suite? Donc, moi, cet après-midi-là, donc sans les juger, hein, mais je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible que je sois dans cet état-là à 10h30 et qu'à 13h ça aille mieux et qu'on voit rien en fait.
Et je me dis qu'il y a un vrai problème. Mais je me demande, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et comme quand j'étais petit, en fait, là où il fallait que j'apprenne, ben là, moi, il fallait que je comprenne. Donc je dis, je vais chercher à comprendre. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour mes collègues en général? Pourquoi on se suicide autant dans la police, etc. Pourquoi on se suicide autant dans la police? Parce que tu as su d'autres suicides dans la police ou tu as cherché sur Internet? Pourquoi tu te dis cette phrase exactement? Eh bien parce qu'en fait, déjà, j'ai perdu plus de collègues par suicide que sur des interventions à risque, malgré les interventions que je fais. D'accord. Et puis, voilà, rapidement, j'ai cherché sur Internet parce que c'est vrai que ça faisait une vingtaine d'années que j'étais dans la police déjà, et j'avais pas conscience d'un tel niveau de suicide. Quand j'ai cherché sur Internet et que j'ai vu ce niveau de suicide, j'ai halluciné. Parce que on est à 45 suicides par an. Et ça dure depuis 1996, en fait. Donc c'est énorme. C'est quasiment un par semaine qui se suicide. C'est la deuxième profession où on se suicide le plus en France. Donc voilà, j'apprends ça. Je me dis, voilà, faut aussi que je comprenne qu'est-ce qui se passe dans la police, pourquoi on est à ce niveau de suicide, en fait. Ça t'a rassuré de ne pas te sentir seul dans cette tragédie que tu es en train de me raconter ou pas? Alors, ce qui m'a fait vraiment me sentir moins seul, c'est quand j'ai créé l'association de policiers qui viennent en aide à des policiers. Parce que là, en fait, j'ai pu mesurer le nombre de policiers qui vont très très mal, en fait. Là, je me suis senti mais beaucoup moins seul, en fait. C'est une association gratuite? C'est-à-dire les personnes peuvent avoir de l'aide en payant, ça marche comment? On avait mis, on a mis l'adhésion à 10 € à l'année. Ah d'accord. Tout en sachant que donc, tout le monde peut se le permettre. Voilà, et on courait pas après les adhésions non plus. C'est-à-dire que la personne qui va mal, elle n'était pas adhérente, mais on l'aidait quand même, en fait. Toute la France connaît cette association ou tu as besoin d'en parler? Je pense que la France connaît. Elle a eu des subventions du ministère de l'Intérieur. D'accord. On s'est battu pour mettre des choses novatrices en place, pour être reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Et puis, donc cette association m'a permis de me sentir moins seul, de rompre mon isolement, et de pouvoir me former à énormément de choses, en fait. Donc c'est là où j'ai appris comment se compose une crise suicidaire, en fait, sur plusieurs mois. Quels peuvent être les signaux forts et les signaux faibles qu'on peut voir, en fait. Parce que une personne qui est suicidaire, même quand elle va chercher à cacher un maximum de choses, elle ne pourra pas avoir la maîtrise sur tout. Et c'est des petits changements d'habitude ou de comportement qui peuvent ou qui doivent même faire l'objet d'une interrogation. Je donne un exemple me concernant. Depuis l'affaire du Square Léon, où on était au téléphone ensemble, sans trop se le dire, mais ça arrivait naturellement. En fait, on s'appelle plus quand je suis au travail avec mon épouse. On se fait des SMS. Quand vraiment il y a quelque chose d'important, on s'appelle, mais ça reste très à la marge. Et en fait, peu de temps avant et après, en fait, je me suis rendu compte que on s'appelait vraiment beaucoup dans la journée. Et qu'en plus, je demandais à sortir de la voiture pour pouvoir passer mon coup de fil en toute intimité. Où est-ce que tu t'es formé? Je me suis formé à une entreprise canadienne. D'accord. Parce qu'en France, pour être formé à ça, il faut être psychologue. Donc je suis pas psychologue.
Donc, on s'est formé au Canada. Pourquoi tu parles au pluriel? Parce qu'on était plusieurs au sein de l'association. D'accord. Donc, il fallait qu'on soit plusieurs plusieurs collègues D'accord. à être formés à la gestion d'une caisse suicidaire. Et dans l'association, une des personnes de ton pluriel, c'est la personne qui est venue chez toi le jour où... Non, du tout. D'accord. Du tout. C'est des... Je ne connaissais aucune de ces personnes avant. Il y a une de ces personnes qui a créé un groupe Facebook, qui avait sur Facebook, il y avait plein de collègues sur ce groupe, et les collègues s'entraidaient. Et moi, quand je découvre ce groupe, je dis ouais, ça a l'air génial. Donc j'ai adhéré au groupe. D'accord. Et en disant c'est pas parce que je vais pas bien, mais c'est parce que je veux aider. Je me dis ok. Et du coup voilà, de fil en aiguille, au bout d'un an, le groupe est devenu d'un groupe Facebook, on est devenu une association. Et puis après l'association a pris de l'ampleur en fait. Et c'est mis au service du pays. Et c'est mis au service des policiers du pays. Ouais. Okay. Voilà. Et donc voilà, cette association m'a permis donc aussi d'être formé au coaching. Alors le coaching, je m'en suis servi énormément pour pouvoir conduire des entretiens de collègues qui vont pas bien. Mais ce coaching m'a aussi beaucoup appris sur le fonctionnement de l'être humain. Parce qu'en fait, on était formé à quelques bribes de mode de fonctionnement. Et moi, ça m'a beaucoup appris. Par exemple, on parlait de la peur tout à l'heure. Moi, j'ai appris lors de cette formation la fonction utile de la peur. Donc, on a peur quand on est face à un danger. Et quand on fait face à ce danger et qu'on va l'affronter, c'est là qu'on fait preuve de courage, justement. Et de là, en fait, plutôt que de la mettre de côté, cette peur, eh bien, j'apprends, comme tu disais, à l'accepter. Et au contraire, à l'accueillir et dire, voilà, cette peur, elle est là. Donc, pour m'alerter d'un danger, quel est le danger? J'identifie le danger. Une fois que le danger est identifié, je bénéficie du fait que la peur, elle soit là aussi pour mettre pour préparer mon corps à l'action. Donc on voit mieux, on entend mieux, on a les muscles qui sont gorgés d'adrénaline et de cortisol, du coup on est prêt à l'action. Donc je me sers de cette peur pour justement aller au combat, je dirais. Ouais, affronter la situation. Affronter la situation. Et du coup, en sachant cela, on vit les choses beaucoup mieux, en fait. Et quand j'explique ça à des collègues, en disant, t'as peur? Non, j'ai pas peur. Et je leur explique donc la fonction utile de la peur, qu'est-ce que c'est que le courage, etc. Et ouais, en fait, j'appelais ça du stress, mais oui, c'est de la peur, en fait. Voilà. Pourquoi tu as écrit un livre? Alors, mon livre... Comment il s'appelle? Il s'appelle « J'ai failli en finir ». D'accord. Co-écrit avec Anna-Véronique Elbaz. Et en fait, ce livre, il est né à Montréal. Parce que à Montréal, ils ont fait un programme d'aide qui a fait 80% de suicides en moins chez les policiers. Et ça fait 15 ans qu'ils ont eu ces résultats, et les résultats restent bas. Donc, plutôt que d'inventer ou d'essayer d'inventer quelque chose, autant aller prendre un modèle qui fonctionne et essayer de le reproduire en France. Et lors de cette formation, les gens du programme d'aide nous font découvrir le témoignage. Et là, on en vit 4 ou 5, et on peut mesurer la puissance du témoignage. Donc, je la mesure dans un premier temps sur moi. Le premier, je le prends en pleine tête, je le prends de plein fouet. Et je me dis, waouh, c'est énorme. Ça libère la parole, ça enlève un poids à la personne qui le reçoit. Et après, les suivants, j'ai pu observer
le comportement des gens pendant et après le témoignage. Et au sein de mon administration, au sein de la police, j'ai vécu plusieurs formations sur le suicide. Et elles se déroulaient à peu près toutes de la même manière, c'est-à-dire que les collègues ne sont pas forcément attentifs. Ils vont même dans l'humour exagéré pour rejeter le discours qu'on essaye de leur faire passer, en fait. Mais comme c'est le premier des risques, on ne veut pas en entendre parler. Donc je vois, pendant les formations que j'ai pu faire, dans le cadre de la formation continue, je vois les collègues qui rejettent ça. Là, au contraire, je vois des gens qui écoutent et qui boivent les paroles de la personne qui parle, en fait. Et une fois que le témoignage est terminé, je vois que tout le monde se lève et se dirige vers cette personne ou vers le psychologue qui l'accompagne pour parler et dire « moi aussi je vais pas bien, moi aussi j'ai ressenti ça, moi aussi voilà ». Et donc moi je vais voir les gens du programme et je leur dis voilà en gros ce que j'ai vécu. Et je pense que, en voyant nos témoignages, je pense que je l'ai vécu parce que je dois le partager. Donc je leur ai dit, moi aussi je vais écrire mon témoignage. Donc ils m'ont dit, ok, on va t'accompagner là-dedans. Donc mon rôle d'aidant, de père aidant au sein de l'association, et le rôle de témoignant. Déjà, les deux sont chronophages, donc il fallait que je fasse un choix. Et en plus, la situation de père aidant et la situation de témoignant, c'était pas forcément compatible. Donc il a fallu que je fasse un choix. Donc j'ai fait le choix de me tourner vers le témoignage. Donc j'ai démissionné de mes fonctions à l'association. Et puis j'ai commencé à écrire mon témoignage, vraiment dans le but de témoigner. J'ai essayé de le proposer un petit peu à droite à gauche. On n'est pas habitué à ça en France, donc tout le monde refuse. Tout le monde personne ne voit l'intérêt. Et puis en fait, moi je me suis pris au jeu de l'écriture, à écrire le témoignage. Je me suis presque amusé en fait à l'écrire, à rechercher les dates. Voilà. Je me suis rendu compte aussi que je remettais toutes les pièces du puzzle dans le bon sens et je me disais mais en région parisienne ou avant 2010 j'allais bien, sauf que avant 2010 je me suis rétrospectivement je vois que ça allait pas bien déjà. Quand on se réveille le matin et qu'on a le poing enfoncé dans l'oreiller de sa compagne, c'est pas normal en fait. Heureusement, elle s'est élevée déjà. Mais voilà, c'est pas normal. Dormir avec son arme chargée sur la table de nuit, c'est pas normal non plus en fait. Refuser de sortir, tout ça, c'est pas normal. Donc, moi, je me suis rendu compte de tout ça, que les choses ont commencé très très tôt en fait. J'ai pu mesurer que chaque intervention a eu un impact sur moi en tant que personne et que ces impacts en fait ont eu des ricochets sur tout le monde, sur tout mon entourage. T'es toujours dans la police ? Alors, je suis toujours dans la police, je suis enquêteur à la police judiciaire. D'accord. Donc je suis brigadier chef, je suis officier de police judiciaire. Tes parents seront contents. Voilà, j'imagine. Vous vous parlez pas ? Mon papa est décédé. D'accord. Et puis avec ma mère, on se parle toujours, mais plus de la pluie et du beau temps que de ce qu'on ressent en fait. D'accord. En me disant, une fois que j'avais écrit mon témoignage, j'ai mis des choses avant, j'ai mis des choses après, ça fait le livre. Maintenant que ça c'est écrit, que personne ne veut trop entendre parler d'un témoignage, je vais l'envoyer et puis on verra bien si quelqu'un veut l'éditer en fait.
Donc je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Et puis voilà, il y a l'Archipel qui m'a répondu en disant c'est ok pour nous. Par contre, voilà, faut le mettre un peu encore. Il faut alors j'aime pas trop ce terme, mais faut le romancer un peu. C'est juste qu'il faut il fallait plus de détails pour que le lecteur s'immerge un peu plus dans l'histoire. Donc ça c'est le métier des écrivains. Ils lui ont donné du rythme. Voilà. Donc on a fait tout un travail de réécriture avec Anna, et puis ça t'a plu d'écrire un livre comme expérience? Ouais, je vous dis, je me suis pris au jeu, hein. C'était un moment où plein de choses s'expliquaient. Plein de choses se sont expliquées, et puis voilà. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'avant d'écrire ce livre, vu que je baignais dans le milieu associatif, et on travaillait avec des psychologues, forcément, j'ai pu prendre conscience des psychologues, et j'ai pu voir toutes les thérapies qui existaient, en fait. J'ai pu me diagnostiquer tout seul mon stress post-traumatique, notamment grâce au flashback que j'ai eu. Là, je me rends compte qu'en fait, avec les flashbacks, je coche toutes les cases du stress post-traumatique. Et c'est ce stress post-traumatique qui m'a conduit à la dépression, qui m'ont conduit aux tentatives de suicide. Et donc là, moi, avec ça, je vais voir une psychologue. Je sais exactement quel type de spécialité il faut rechercher chez la psychologue. Donc je vais voir une psychologue et je lui demande des séances spécifiques pour le stress post-traumatique. Et là, au bout de 3 séances d'hypnose, je sens que toute la pression que je pouvais avoir, tout redescend en fait, de manière palpable, mais quand même linéaire en fait. Ça fait depuis combien de temps que tu as commencé ce parcours et tu as commencé, tu as tout vu, tu as commencé à mettre en ordre et tu as commencé à te prendre soin de toi? On va dire que dès le lendemain, en fait, ma deuxième tentative de suicide, j'ai commencé à. Ça veut dire quelle année? 2016. 2016. Voilà, dès le lendemain, j'ai commencé à chercher. Et puis après, on arrive en 2018 pour l'association. Et j'ai commencé à écrire le livre il y a un peu plus de 2 ans. Maintenant, comment se passe le rapport avec ta femme, avec tes enfants? Ça fait 8 ans que tu as commencé ce parcours, donc maintenant tu as retrouvé ton équilibre. Ouais. Ça se passe bien avec tes enfants, la colère, tu réussis à gérer tes émotions? Alors voilà, je réussis à gérer mes émotions et à les gérer dans les 2 sens. C'est-à-dire que j'arrive à plus me mettre en colère pour un oui, pour un non, et j'arrive aussi à leur dire quand on passe des moments sympathiques et quand il faut partager des émotions positives, j'arrive aussi à partager les émotions positives. À propos d'émotions positives, le bonheur, parce qu'on en a parlé par rapport à tes enfants, tu réussis à l'individuer, à le sentir plus qu'avant? Alors, j'arrive toujours pas à me dire, là, comment dire, je nage en plein bonheur, etc. Tu te laisses jamais aller de ce côté-là? Non, toujours pas. Mais c'est parce que aussi il y a le quotidien en fait. D'accord. Il faut faire un match de tout, quoi. Voilà. Mais par contre, j'arrive à profiter et à me dire, tiens, 7 minutes là qu'on est en train de vivre, ça c'est un petit moment de bonheur. D'accord. Ça, voilà. Et on arrive à les provoquer maintenant. Dire, je sais pas, la semaine dernière, on a été dans la forêt cueillir des champignons. C'est rien en fait. Mais ça, c'est un petit moment de bonheur. Oui, tu prends du temps pour toi, t'es dérangé par personne. Avec ta femme?
avec ma femme et mon chien, et voilà, c'était. Et même la semaine d'avant, notre fille est venue avec nous. Et ça, c'est un petit moment de bonheur. Et ça, c'est des moments hyper précieux. Euh, c'est pour ça que j'arrive pas à dire si on prend, je sais pas moi, toute une semaine, à dire bah tiens, cette semaine là c'était que du bonheur. Bah ça serait faux en fait, parce que parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Dans la semaine, il y a tout. Mais par contre, si on décortique, tu réussis à les individuer. Ouais. Mais même le fait d'être venu ici, au lieu de venir aller-retour, venir faire l'interview, t'as pris un jour en plus, tu restes avec ta femme, tu profites du temps. C'est un autre moment de bonheur. Et c'était pas concevable de venir tout seul. Pour moi, c'était pas concevable. Parce que, moi, j'estime qu'elle a autant travaillé que moi dans l'histoire, en fait, et que en plus, ça, c'est lui offrir un moment de bonheur, et nous offrir un moment de bonheur à tous les deux, en fait. Et il faut pas passer à côté. Donc, bon, merci. Non, merci à toi. Avant de conclure avec la dernière question, quelle qualité elle a? Je pense que je l'aime tout simplement parce qu'elle est elle, en fait. Parce que même ses travers, ses excès, parfois, me font du bien, en fait. Et maintenant, c'est encore plus fort que au début où on était ensemble, en fait. C'est pas du tout la même chose, mais on sent que c'est beaucoup plus fort. On arrive à la dernière question, qui est très simple. Je veux te demander comment vas-tu? Et le comment vas-tu, ça veut dire ici, maintenant, mais surtout un bilan de cette période de ta vie. Alors comment je vais? Je vais bien. Là tout de suite, je vais très bien, ça va. Et puis le bilan de ma vie, en fait, il y a, à l'issue d'une interview comme ça, il y a un journaliste qui m'a dit, en fait, vous êtes un peu comme un papillon qui sort de sa chrysalide au moment de ma reconstruction après ma deuxième tentative de suicide. Et je pense que c'est tout à fait ça. Et donc je vais bien. Donc là, je suis un papillon qui vole, qui s'envole. Et puis, je sais pas où je vais, je sais pas jusqu'où je vais aller. Mais entre vivre ce que je vis pour pouvoir partager avec les autres, parce que là je vais témoigner aussi, enfin je témoigne déjà à Genève, auprès des policiers de Genève, et quand je fais ça, je me rends compte que je suis à ma place. Voilà, j'ai le sentiment d'être à ma place, d'être bien, et que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc je continue à le faire, et tous les retours que j'ai pour le moment sont des retours positifs. J'ai pas mal de policiers qui m'ont écrit ou qui m'ont téléphoné pour me dire que de la même manière que le premier témoignage que j'ai entendu m'avait enlevé un poids, ça leur enlève un poids exactement de la même manière. Chose que je ne m'attendais pas du tout, c'est j'ai des femmes de collègues qui m'ont contacté, qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien de lire mon livre, parce qu'en fait, ça leur expliquait le comportement que pouvait avoir par moment leur mari policier. Donc peut-être qu'une meilleure compréhension, ça sera un meilleur raccord entre eux. Et puis j'ai même des gens, en fait, parce que la souffrance et le suicide sont universels. J'ai même des gens qui ne sont pas policiers, qui m'ont dit deux choses. La première, c'est le suicide m'a concerné, ça fait du bien d'en entendre parler. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul avec ça, voilà. Et d'autres m'ont dit aussi que ça faisait du bien de se rendre compte que des policiers étaient humains.
Parce que ça donne un petit peu alors je sais pas l'image que les gens peuvent avoir des gens de la BAC en fait, ou même des policiers en général. Mais on est juste des êtres humains. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des héros, on est juste des êtres humains avec toutes les souffrances que ça peut emmener en fait. Merci Christophe pour ce voyage. On Merci a terminé. à vous. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde, merci de m'avoir si bien accueilli dans cette saison avec ce nouveau projet. J'espère que l'âme de One More Time puisse continuer à vous toucher et que les épisodes continuent à vous plaire. Je vous laisse ici autour de moi d'autres interviews que je vous conseille fortement qui m'ont vraiment touché. Je vous remercie et belle allée.